Moi, mon histoire, c'est l'histoire de la diaspora corse. Mon père, pour lui, être fonctionnaire, c'était l'alpha et l'oméga. Quel est le choix que tu as fait ? Je pense que je n'ai fait aucun choix. Grosso modo, la plupart des personnes, lorsqu'ils travaillent, ils le font avec une passion modérée. N'importe quelle personne qui est élevée en Corse, il fera toujours 2 pas de côté. Et on ne sait jamais faire à moitié. Je suis arrivé chez KPMG, je dirais, grâce au doctorat, une vie bascule, entre autres, sur des choses comme ça. J'ai fait toute ma carrière dans le secteur bancaire. Ça s'est joué pareil à pas grand-chose. J'accompagne les startups, mais j'accompagne aussi pas mal de grands groupes. On les aide à créer des studios, mais adaptés à leur marché pour que les techniques d'entrepreneurs puissent s'intégrer dans leur propre processus innovation, dispositif. Et là, je découvre que dans mon secteur de la banque, en fait, des entrepreneurs créent d'entreprises et que ça marche. Et moi, qui avais fait 15 ans de banque, mon cerveau, il a explosé. Je pense que quand on a fait des erreurs en 2002, on peut se faire une liste sur un petit papier et ne pas la refaire. Et la fabrique fait exactement ça. Et la fabrique a une seconde dimension d'assurance anti-Kodak. C'était une très bonne expérience. Et effectivement, c'est après que j'ai dérapé. Voilà, alors vas-y. Bienvenue dans Let's Talk About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils ? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Oméric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Toutes les 2 semaines, retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute! Aujourd'hui, on reçoit Emmanuel Papadacci Stefanopoli, un acteur clé de l'innovation et de la fintech en France. Directeur général délégué du Village by CA Paris et vice-président de l'Observatoire de la fintech, il navigue depuis près de 20 ans entre finance, entrepreneuriat et transformation digitale. Passé par Casino, KPMG Advisory et le Crédit Agricole, il a aussi piloté la Fabrique by CA, en mode Startup Studio, contribuant à la création de nombreuses jeunes pousses prometteuses. Passionné par l'innovation et engagé par des sujets de société, Emmanuel partage régulièrement sa vision sur l'avenir de la banque, de la finance et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on plonge dans son parcours, ses convictions et sa vision du futur. C'est parti! Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? On peut se tutoyer. Merci beaucoup. La deuxième question que j'aime bien poser à mes invités, c'est est-ce que tu peux nous donner ton état civil, s'il te plaît ? Ouais. Écoute, je vais répondre de façon originale. Je suis originaire de Corse du Sud, donc on n'aime pas ce type de questions. De là, je suis originaire, je m'appelle Emmanuel. Voilà. Quel est ton souvenir le plus lointain, ton souvenir d'enfance le plus lointain ? Ouais. Bah, pour le coup, pour rester sur mes origines, et ça répondra un peu à ta question sur l'état civil, peut-être. En fait, je suis originaire d'une famille de pêcheurs, d'un petit village au bord de l'eau, et je pense que mon plus lointain souvenir, c'est avec mon grand-père, en train de pêcher à 5h du matin, sur pas très loin des côtes de Cargèse. Tu te souviens de ce que vous pêchiez ? Ah, très très bien, oui. Exactement, ouais. C'était quoi ? Bah, c'est les girelles, enfin, c'est les sarans, les girelles, enfin, tous les pêcheurs de Méditerranée verront de quoi je parle. Voilà, c'est la pêche locale. Alors, vas-y, raconte-nous un petit peu ton enfance, justement. Tes parents sont originaires de Corse. Toi, t'as grandi en Corse ? Mm-hmm. En fait, moi, mon histoire, c'est l'histoire de la diaspora corse. D'accord. Donc, mes parents, effectivement, ils sont méridionaux de Corse. Et il était de bon ton, en fait, de faire des études de droit et devenir fonctionnaire. C'était l'alpha et l'oméga. Bon, il y a la caricature du Corse, fonctionnaire, etc. Et mes parents étaient exactement dans ça. Puis ils sont venus habiter à Paris. Parce qu'en fait, quand on avait fait des belles études, quand on a réussi des beaux concours, en fait, l'emploi, il est pas en Corse, il est sur le continent, comme on dit. Et donc, j'ai été élevé en région parisienne, dans cette espèce d'écosystème de personnes très attachées à la fonction du service public, au bien commun, mais également au fait d'être un peu entre 2 régions. La vie d'expatrié à Paris, de Corse, entre Corse, etc. Et puis l'éloignement de sa terre et le fait de revenir régulièrement dans sa famille l'été, pendant les vacances. Voilà. Ah, donc c'était le mois entier, tout le mois de... Les 2 mois et demi, ouais. Les 2 mois et demi, bien sûr. Fonctionnaire. Bien sûr. Et alors, toi, t'as évolué... vous êtes parti, t'avais quel âge ? Alors moi, je suis né à Paris. Je suis né à Clamart. Mon père était directeur d'hôpital. Donc j'ai tourné d'hôpital en hôpital, j'ai habité dans l'hôpital jusqu'à l'âge de 18 ans. Voilà, donc donc en région parisienne principalement.
Et tu t'es pas dit, je vais faire soit avocat, soit médecin. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais Alors, gamin? en fait, bon, mais je pense que c'est l'histoire de toute famille. Les parents souvent projettent leur propre envie sur leurs enfants. Vraiment, mon père, pour lui, être fonctionnaire, c'était l'alpha et l'oméga, quoi. Enfin, mais pas parce que c'était ce que de l'emploi, c'est parce que c'était le service public. Mmh. Il voit bien que j'étais pas parti pour un. Et puis, patatras, je fais un doctorat. Donc là, il se dit, c'est extraordinaire, il va devenir maître de conférence, chercheur enseignant. Et puis, bah non, finalement, j'ai pas fait ça. Et je me rappelle, il y a des moments assez sympathiques le dimanche quand j'ai mangé le poulet en famille, comme on a tous. Hein, souvent, il avait souvent des invités à table. Et il invitait des directeurs informatiques de la PHP. Ah bah tiens, je te présente Édouard, tiens, parle-lui de ton métier, etc. Parce qu'il voulait générer Une voilà, envie. une envie d'être fonctionnaire dans l'administration. Et ceci dit, ce que j'en ai gardé quand même, c'est qu'en fait, je suis attaché dans mes fonctions aujourd'hui et dans mes différents employeurs, c'est de, certes, répondre aux exigences de mon employeur, mais aussi de servir un bien un peu commun et gérer à long terme. Donc moi, mon employeur actuel, mon actionnaire, c'est le groupe Crédit Agricole, qui est une coopérative valeur mutualiste. C'est la plus grande coopérative d'Europe. Tellement que je l'aime, que j'ai travaillé 2 fois pour le Crédit Agricole. Je suis parti, je suis revenu. Et je pense que ça, je le tiens aussi un peu l'éducation que j'ai reçue plus jeune. Alors attends, on va y revenir au Crédit Agricole parce que Mm, c'est ultra intéressant ce que tu fais aujourd'hui. mm, mm, mm. Si, donc avant ton doctorat, comment tu fais ton orientation? Qu'est-ce qui te pousse à faire le choix et quel est le choix que tu as fait? Ou les choix? Alors, je pense que je n'ai fait aucun choix. D'accord. Moi, je suis toujours époustouflé de voir des jeunes gens dès la troisième, la seconde, s'orienter, prendre des études, etc. Euh, Moi, je me suis laissé guider comme n'importe quel enfant de la classe moyenne ou moyenne plus, tout doucement. Alors, j'avais des facilités en mathématiques et en sciences. J'étais extrêmement mauvais en lettres. Alors, même si je suis très fier d'avoir eu 17 au bac, mais on sait qu'entre les scientifiques et la philosophie, souvent, il y a des liens, quoi. Et donc, je me suis fait porter. Il fallait faire S parce qu'il fallait faire S. Je suis rentré à la fac et en fait, la fac, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai passé 8 ans dans l'université que j'ai pas voulu quitter, parce que je suis allé jusqu'au bout à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en informatique, en mathématiques, en IA, parce que je suis diplômé d'un master qui a une très forte connotation IA. Donc voilà, je me suis laissé guider. Et en fait, dans tout mon parcours, que ce soit universitaire, mais après professionnel, c'était un peu intuitif. Maintenant, j'en fais même une stratégie. Je crois beaucoup à la sérendipité. Alors Et dis-en plus. en fait, je vais être caricatural. Bien sûr, c'est à des fins pédagogiques parce que je pense que c'est pas aussi vrai tout le temps, mais grosso modo, la plupart des personnes, lorsqu'ils travaillent, ils le font avec une passion modérée. Ils le font, ils sont contents, ils modérés, etc. Et donc ils excellent ou pas dans leur travail en fonction de leur niveau d'implication. Je pense que quand on choisit son métier, qu'on fait quelque chose qui nous passionne, mécaniquement, en fait, on devient un ultra expert du domaine parce que on fait le petit surplus le soir, dans ses lectures, dans les rencontres, ce qu'on fait là, nous tous les deux. Tu vois, Avec plaisir, c'est pas dans avec la plaisir, douleur. etc. Et en fait, à la fin, en 8 heures, on est 10 fois plus intensif dans ce qu'on apprend, et à la fin, on devient meilleur. Donc en fait, moi, je crois beaucoup au système où finalement, arrêter les stratégies. Et moi, j'enseigne aussi à côté, etc. Donc j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me voir. Je leur dis, mais finalement, la stratégie, c'est bien, mais faites surtout un truc qui vous plaît. Éclatez-vous dedans. Et vous verrez que vous serez meilleur que la plupart des personnes avec qui vous travaillez, parce que ça vous plaira, vous serez ultra passionné. Et quand vous êtes meilleur, en fait, vous aimantez les gens qui veulent travailler avec vous, en fait. Et ça vous ouvrira des perspectives de carrière. Voilà, je crois qu'on va balayer plus ou moins mon CV. Tu verras, moi j'ai 45 ans, je pense que j'ai fait plus en 45 ans d'activité que la plupart des gens en une vie professionnelle. Et je l'ai fait parce que je suis resté passionné dans ce que je fais et hyper ouvert et toujours avoir toujours envie de découvrir le monde qui nous entoure et puis les gens, quoi. Et à l'origine, ta passion, donc c'était maths, informatique. Tu vas Oui. jusqu'au doctorat. Oui. T'avais pas envie de travailler ou tu t'es dit, tiens, Alors d'abord, je veux continuer de creuser? je veux un peu tuer une idée reçue. Avant ça, en fait, j'ai fait ma licence
Alors, à l'époque, c'était voilà, au moment où on est passé du système licence maîtrise DEA à LMD, dans lequel on baigne aujourd'hui, j'ai fait, je pense, j'étais la première promotion quasiment de licence en apprentissage. D'accord. Ouais. À tel point que quand on me demandait ce que tu fais, on me disait ah bah t'es en CAP, t'es en BEP. Et d'ailleurs à Paris 1 à l'époque, donc une université très engagée socialement et sociétalement. L'apprentissage c'était pas simple. Donc en fait, ma formation était déportée à l'IAE de Paris, qui est rattaché à Paris 1. Alors maintenant, bon, c'est l'apprentissage à Paris 1, ça marche très bien, etc. Ouais. Mais faut se projeter en 98. À l'époque, il y avait un ambassadeur, une personne qui a lutté contre tout le monde pour passer ce programme. Alors, je lui rends hommage, Colette Roland, un professeur émérite, quelqu'un d'assez incroyable, une femme professeure émérite, c'est quand même pas fréquent, etc. Et elle s'est battue pour faire rentrer l'entreprise dans l'université. Et faire en sorte que l'université forme effectivement des citoyens, crée de la connaissance, mais aussi adapte les étudiants au marché de l'emploi et trouver le bon équilibre. Là où l'équilibre était quand même pas totalement, était pas là, quoi. Incroyable. Voilà, donc finalement j'ai travaillé, je pense, avant tout le monde, parce que dès 21 ans, moi j'étais avec un costume, mes baskets, mes chaussures, et je travaillais pour de vrai. Et quelqu'un qui est doctorant, il travaille. Ouais. Enfin, la recherche, c'est un métier d'abord qui est ultra compétitif. On ne soutient son doctorat que si on est capable de démontrer qu'on a créé de la connaissance auprès d'une communauté, et on peut pas les avoir à la machine à café avec de l'influence. C'est des publications de recherche, et même des recherches sur comment valider la qualité d'un travail de recherche. Voilà, donc c'est un vrai travail qui est extrêmement exigeant. On peut être une star une année et mauvais l'année suivante. Enfin, c'est très très dur. Ouais. Comme secteur. Le doctorat, c'est très très dur. En France, c'est très dur parce qu'on est beaucoup moins accompagné humainement que dans les autres pays. Et puis c'est 2-3 ans, c'est ça où tu... J'ai passé, moi j'ai mis 4 ans. 4 ans où tu es sur le même sujet pendant tes 4 années. Faut aimer faut aimer son sujet. Ouais. J'ai été financé dans un contrat CIFRE. Donc c'est un industriel qui a financé ma thèse, qui était Renault-Nissan. Enfin, qui est Renault-Nissan, une entité qui était commune à l'époque. Voilà, et donc moi j'ai le sentiment que de travailler depuis l'âge de 21 ans. Enfin, sentiment, je travaille, d'ailleurs ma caisse de retraite peut témoigner que je travaille depuis que j'ai 21 ans, et moi ça m'a tout de suite plu. Ouais. À la fois le monde académique mais également le monde professionnel. Et c'était quoi le sujet de ta thèse? Un sujet pas sûr. Alors, ne jamais demander à un ex-thésard son sujet, parce que tu peux passer 1 heure dessus. Mais je veux dire juste le titre. C'était évaluation qualitative et quantitative des scénarios d'évolution de l'organisation. Au sein de Renault-Nissan? Alors, en général, mais avec appliqués sur des cas d'études chez Renault-Nissan. Et pour synthétiser, c'était comment utiliser les avis d'experts qu'on arrive à combiner pour rendre objectifs des avis d'experts qui sont subjectifs. Voilà, donc on est en plein dans les méthodes multicritères de la décision, etc. Et à la frontière du monde, je dirais, du mou d'un côté et du dur de l'autre. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote que je raconte souvent. C'est comment j'ai trouvé mon premier employeur. C'était ma question d'après. Qui s'appelle CSC Pitmarik. Donc c'est la division consulting de KPMG qui avait été ségrégée et rachetée par CSC. En fait, je présentais un papier de recherche, comme font les doctorants, j'étais plus ou moins à la fin, etc. Et j'étais à Damas. D'accord. Donc c'était avant la guerre civile, etc. Je présente un papier de recherche, et puis quelqu'un descend à un moment donné de l'estrade, vient me voir, il me parle en français. Il me dit, écoute, voilà, moi je suis associé chez KPMG, je travaille sur des sujets de consulting. On a une offre stratégie. Tout ce que tu as expliqué, je trouve ça génial, c'est exactement ce que je vis tous les jours avec mes clients. Veux-tu postuler chez nous, etc. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez KPMG, je dirais grâce au doctorat et quelque part sur une estrade de l'université à Damas, quoi. Voilà. C'est original. Non, mais ça illustre ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, par passion. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un doctorat par passion. Ouais. Et puis je pense que la plupart des doctorants seraient partis tranquillement discuter modèles mathématiques. Voilà, donc j'ai découvert le monde des Big Four après avoir découvert le monde de la recherche académique juste par une petite interaction comme ça. Peut-être un sourire, une inclinaison, le sentiment que je vais être accessible. Voilà, ça se joue à pas grand-chose quand même. C'est l'effet papillon. Et finalement, une vie bascule, entre autres.
sur des choses comme ça. Parce que je pense que j'aurais jamais pensé postuler dans un Big Four, ne me pensant même pas légitime, quelque part, pour y rentrer. Et alors, tu démarres chez KPMG. D'ailleurs, on en profite pour saluer Charlotte. Tu démarres chez KPMG. Là, tu te retrouves vraiment du côté conseil. Donc, tu es plus au sein de l'entreprise qui était Renault-Nissan. Comment ça se passe Parce que tu t'es entouré de personnes qui sont aussi brillantes, pas forcément doctorantes. D'ailleurs, je t'appelais docteur maintenant. Allez, raconte-nous un petit peu toute cette partie. Alors, en fait, comme moi, mon sujet de thèse était à la frontière des sciences de gestion et des mathématiques, donc forcément, j'étais habitué à interagir dans un monde professionnel. En plus, j'étais sur un sujet que je maîtrisais excessivement bien, qui était les sciences de gestion. Donc finalement, je suis venu avec une sorte d'avantage compétitif, c'est-à-dire des choses intelligentes à dire, dans le sens où un jeune diplômé qui sortait d'école à l'époque, alors je situe le monde du conseil en 2002, parce qu'on parle de ça, hein. En fait, alors, désolé à tous les auditeurs, téléspectateurs qui nous regardent, parce que maintenant ça serait ubuesque, mais en fait on était recruté par un Big Four, alors KPMG, mais je pense que c'était vrai chez tous les consultants. On le mettait dans un bench qui était énorme. J'ai en tête, on était à la Défense, il y avait 500 mètres carrés, quoi. Et puis on était en attente d'affectation d'une mission, et on pouvait partir sur une mission consulting banque, consulting telco. Et moi, il m'est arrivé une anecdote marrante, c'est que finalement, il m'aimait bien les associés. Et en fait, je répondais à des propositions commerciales et il fallait faire vachement gaffe à la première mission parce qu'en fait, ça marquait une affectation. Et en fait, je travaillais sur 2 propositions commerciales. Une pour travailler pour une boîte qui fait un ferry qui traverse la Manche. Je vais pas citer la marque. Parce que d'ailleurs, depuis, je crois que ça leur a pas réussi. Ils ont fait faillite. Et une mission pour la Caisse nationale des caisses d'épargne, donc un peu l'ancêtre de BPCE avant qu'il fusionne avec la Banque fédérale des banques populaires. Et en fait, j'ai décidé de prendre la mission parce que j'ai eu le choix. Alors c'était assez rare à l'époque. J'ai eu le choix et en fait, je suis parti sur cette mission bancaire et j'ai fait toute ma carrière, une grosse partie de ma carrière dans le secteur bancaire. Et ça s'est joué pareil à pas grand-chose. Et les associés KPMG m'ont laissé le choix parce qu'ils m'aimaient bien. Et qui trouvait, là on retrouve un peu la prime à être à l'écoute et en sérendipité. J'ai eu ce luxe et c'est vrai que je le regrette pas du tout. Alors ce que j'ai exclu que j'ai jamais dit, du moins publiquement, pourquoi j'ai choisi la mission dans le monde bancaire plutôt que dans le monde du transport maritime. C'est pas très positif ce que je vais dire, mais en fait Renault c'est des gens brillantissimes. Mais vraiment, j'ai vu des gens d'une intelligence incroyable. Et je trouvais que dans le secteur bancaire, c'était plus facile. Donc je me suis dit, bon, un Big Four, c'est pas facile, etc. Je vais venir avec un... après, avec le recul, maintenant, je suis pas sûr que... Maintenant que j'ai du recul, je sais très bien qu'il y a autant de gens brillants que dans le secteur bancaire, que dans le secteur automobile. Mais à l'époque... c'était moins le cas. Voilà, j'étais pas dans ce truc-là, j'ai choisi comme ça, voilà. C'était pas par passion, c'était vraiment pragmatique. J'étais pas du tout passionné par le secteur bancaire. Ouais. J'ai appris à l'aimer assez rapidement d'ailleurs. Mais non, c'est vraiment par hasard. Hein. Et alors pourquoi pas faire ta carrière justement dans ce secteur, enfin chez KPMG plutôt? T'as été débauché? Qu'est-ce qui... Alors, tu sais, la plupart des carrières dans le conseil, c'est que tu fais 2, 3, 4 ans. Et après, tu te réorientes chez un client. Enfin, c'est une règle assez classique. Si tu prends la pyramide, tu vois, d'un consultant, pour un senior manager, t'as 10 consultants. Et puis ça monte comme ça. Non, mais en fait, moi, le monde du conseil, j'ai adoré. Hein. D'ailleurs, je disais que j'ai travaillé 2 fois pour le groupe Crécole, mais je travaillé 2 fois pour KPMG. Donc, qui ont d'ailleurs des valeurs assez communes d'ailleurs. Sur plusieurs aspects. Et non, j'avais fait mes 4 ans, j'avais eu ma fille, donc je voulais passer un peu plus de temps avec elle. Et c'est vrai que quand tu travailles pour une banque, tu peux organiser tes journées et tes vacances notamment de façon plus simple que dans le conseil où tu es tributaire de demandes clients derrière, et c'est normal parce que c'est une activité de commerciale. Donc c'était un des choix. Et puis aussi, j'avais vu le monde du conseil, je voulais découvrir d'autres choses. Et j'ai eu l'occasion de rentrer dans une entreprise qui est assez incroyable, qui est la Fédération nationale du Crédit Agricole. Donc institution
totalement inconnu du grand public et qui n'a pas vocation à le devenir, à être connu, qui est l'instance politique de ce groupe, qui est la plus grande coopérative d'Europe, qui fonctionne sous la forme d'un système totalement démocratique où les clients sociétaires élisent leurs représentants, qui s'élisent entre eux et qui en fait insuffle, oriente et décide très fortement le fonctionnement de la coopérative. Et tout ce fonctionnement démocratique est opéré en partie, du moins piloté, organisé au sein de cette fédération. Et là, je pense que j'ai retrouvé un peu ce que j'ai appris dans mon enfance, parce que je parlais du milieu du secteur public, mais bon, enfin, le milieu corse, c'est parisien notamment, c'est un milieu qui est très ancré dans le monde politique. Quand on est corse, on est habitué à défendre son point de vue. Enfin, c'est dans la culture même de la Corse d'être. Je pense qu'il y a une proportion d'hommes politiques corses par rapport au nombre d'habitants qui, je sais pas, c'est fois 1000 par rapport à ce qu'il y a que 300 000 Corses quand même en France. Hein, je situe voilà. Donc j'ai retrouvé un peu mes repères dans ce système politique et dans lequel j'ai assez bien navigué finalement et j'ai pu délivrer. J'ai pu en fait répondre aux besoins et j'ai trouvé ça assez hyper intéressant. Et surtout, j'ai vu une sincérité dans la démarche. C'est-à-dire l'approche démocratique, mutualiste de ce groupe-là est extrêmement sincère. Et je trouve qu'il fait du bien dans une société où les intérêts individuels priment quelquefois, les intérêts financiers d'autre part aussi. Une coopérative, c'est une entreprise qui pense à 30 ans. Je sais pas si tu connais le fonctionnement d'une coopérative, mais non, vas-y. Si tu me permets de rappeler le principe. En fait, d'abord, c'est issu d'une pensée philosophique du fin du XIXe siècle, qui est un peu à cheval entre un monde très libéral d'un côté et un monde, on va dire, ultra égalitaire, un peu, comment je pourrais dire, socialisante de l'autre. Et c'est un peu une troisième voie dans lequel l'individu, en fait, s'allie en commun et est totalement ancré dans une activité économique. Et en fait, une coopérative, c'est quoi ? C'est chaque individu qui est membre de la coopérative. La coopérative appartient aux sociétaires qui possèdent une part sociale. Il y a le principe de un homme, une voix. Donc, tu peux acheter 10 000 parts sociales, tu auras le même poids qu'une autre. Tu as une coopérative de 10 000 parts sociales, tu peux acheter 9 949 voix. S'il y a Martine au milieu qui a une part sociale, ça se fait un vote chacun, qu'on le veuille ou non. Et elles sont conçues mécaniquement pour en fait se transmettre de génération en génération. D'accord. Et donc venir s'ancrer dans une société et l'améliorer en continu et léguer aux générations futures un actif qui vient en fait participer au progrès social. Et en fait, ces coopératives, souvent dans leur objet, elles ont en fait de venir et rééquilibrer des anomalies du marché. Donc si je prends l'exemple du Crédit Agricole, mais je pense qu'on pourrait le prendre sur plein de mutuelles, de coopératives, fin du XIXe siècle, c'était compliqué pour un entrepreneur qui était quand même souvent un agriculteur, dans le fond, du XIXe siècle, en fait, il n'avait pas accès au crédit. Ouais. Seules les grandes entreprises avaient accès au crédit ou aux gens fortunés. Et donc, il y avait une inégalité d'accès à ces mécanismes utiles pour l'entrepreneur. Et en fait, se sentant exclus de ce système, ils se sont alliés entre eux sous forme de coopérative, en mettant leurs fonds ensemble et pour en fait permettre à tous d'accéder et entrer dans ce monde de la modernité. C'est génial. Voilà. Et cet ADN, c'est celui qui est resté le même, y compris aujourd'hui, quand le groupe Crédit Agricole investit dans les villages. Moi, je représente le village de Paris. En fait, on investit extrêmement fortement parce qu'aujourd'hui, il y a 50 villages, il y a 1300 startups qui sont accélérées au village by Crédit Agricole. On est le plus gros accélérateur d'Europe. Et en fait, on est en train d'aider un écosystème, l'écosystème des startups, qui aujourd'hui couvre à peu près 1,2 million d'emplois. Hein, c'est les chiffres d'EY qui sont publiés régulièrement. Et on le fait parce qu'on pense à 30 ans. Ouais. Et parce que nos sociétaires nous disent, dans les territoires, aider à créer ces entreprises. Et il y a eu un choix assez structurant, plutôt que de faire, et je ne vise absolument personne, je tiens à le préciser, mais un peu quand même, on aurait pu faire un lieu unique où on concentre toutes les forces à un seul endroit, en faire un totem. Mais en fait, ça aurait privé l'ensemble des territoires de lieux. Et je pense que quand on est né à Dijon,
qu'on est très fort en tech. Et c'est plus simple d'entreprendre à Dijon, où on est assez proche, ses clients, et de pouvoir derrière, quand on grandit, pour avoir un accès au marché parisien, un accès au marché milanais. Et je pense qu'une stratégie de créer un accélérateur qui est partout sur le territoire à l'étranger est beaucoup plus puissant, parce que la tech française, c'est un écosystème très puissant, mais c'est 60% qui sont en dehors de Paris et 40% à Paris. Ouais. La tech française n'est pas parisienne majoritairement, même si c'est une place importante. Donc voilà, et ça en fait, une démarche comme ça, enfin tu te rends compte, hein, on a le Crédit Agricole a créé le plus grand accélérateur d'Europe. Il y a aucun groupe européen qui a créé ça, aucun. Et ça on peut le faire que si on prend ça 30 ans et que si on se dit ça va aider à développer un territoire et trouver des solutions pour développer toutes les économies de Vierzon à Biarritz, à Paris, comme à Milan, quoi. Et j'aime beaucoup, moi, le principe du village. Et j'aime aussi le principe de la fabrique. Finalement, ce sont des fintech, des startups de la financière, fintech, qui vont être créées par une équipe interne au Crédit Agricole, parce qu'il y a un besoin, il y a une problématique, il y a un pain qui ont été identifiés. Donc, alors attends, on va faire marche arrière. Attention, là, si tu me fais partir sur les studios, je suis sur ton CV, là. On va prendre toute l'heure, là. Il y a, donc tu fais 3 ans et 4 mois au Crédit Agricole, mais sur la Fédération Nationale, sur la branche innovation. Après, tu pars LCL en tant que responsable marketing Internet et mobile. On est en 2013. Oui. En fait, quand j'étais à la Fédération, j'avais lancé le premier système d'open innovation. D'accord. Et on faisait collaborer en fait des acteurs du digital. Alors, le mot startup n'existait pas vraiment à l'époque. Et le groupe Crédit Agricole, avec une technicalité que j'ai pas développée là, mais qui était hyper innovante à l'époque, avec des API, un modèle économique, voilà, qui est notre quotidien d'aujourd'hui. Alors je veux pas trop jargonner, mais qui était assez innovant à l'époque. Et en fait, on avait fait le choix de faire une sorte de bond et de se dire on fait le pari que le smartphone serait le quotidien des Français. Mais on parle d'un monde où en fait il y avait 8% des Français qui utilisaient un smartphone tous les jours. Donc aujourd'hui on est peut-être à 110%. Oui, parce que l'iPhone, c'est quand? C'est 2000. C'était 1 an et demi avant. Ouais, c'est ça, 2017. 1 an et demi avant, exactement. 2007. Et en fait, chez LCL, donc le Crédit Lyonnais, enfin LCL, qui est une filiale du groupe Crédit Agricole, qui est une banque qui a toujours été innovante, en fait, voulait être à la pointe de ce nouveau canal. Et en fait, on m'a donné cette tâche de relancer ce nouveau canal qui était le canal mobile. Après, mes fonctions sont un peu élargies avec le temps, et c'était fascinant parce que en fait, j'ai participé à la création d'un nouveau métier au sein d'une entreprise qui était un peu meurtrie par des aléas qu'elle avait vécu avant. Et j'ai participé, par exemple, j'ai créé le premier pôle User Experience au sein de la banque. Donc toute une science et un métier qui maintenant est hyper connu, même du grand public. Indispensable. Mais qui était totalement abscon à l'époque. Par exemple, je me rappelle, j'avais recruté un directeur artistique. Mes collègues des équipes digitales, de la RH, rigolaient. Qu'est-ce qu'on va faire d'un directeur artistique? Maintenant, aucune entreprise ne peut fonctionner sans DA, quoi, le fameux DA, etc. Et puis surtout, j'ai expérimenté le premier plateau agile. Et je vais situer un peu ce que ça veut dire, c'est que la plupart des entreprises, pendant très longtemps, et c'est quand même encore le cas quand même, qu'on le veuille ou non, planifient les projets informatiques à 1 an. Ouais. Ce qui veut dire qu'un marketeur qui doit passer par une direction informatique pour lancer un nouveau service, et Dieu sait que maintenant, c'est 9 fois sur 10, c'est le cas, ne pouvait pas avoir son service mis en production avant minimum 12 mois, si avec un bol intersidéral, il arrivait à spécifier un besoin et à être dans le round d'après budgétaire, mais c'était souvent 18-24 mois. Et avec une méthode agile, en fait, on modifie la roadmap toutes les 3 semaines. Donc, imaginez une entreprise qui, en fait, fait évoluer ses services, mais la couleur d'un bouton, je te parle. Je parle pas de tous les 24 mois, ne pourrait plus survivre aujourd'hui. Et donc, j'ai participé avec plein de gens chez LCL, on l'a fait tous collectivement, ça n'a pas été simple, à créer ces nouveaux processus, ces nouveaux modes de fonctionnement. Et on a découvert l'Amérique. On a inventé l'application de ça dans une grande entreprise. Donc c'était une très très belle expérience. J'étais venu pour apprendre, faire un peu le malin sur le mobile, etc. Et j'ai surtout appris à travailler de façon collective avec plein de monde et à accompagner et à inventer des nouveaux métiers
avec des personnes dont personne n'avait fait ce métier-là. Ouais, de manière ultra agile. Avec dans mes équipes, il y avait quelqu'un qui était chargé d'affaires entreprises, donc il faisait des crédits structurés, une autre qui était à l'inspection générale, un troisième qui faisait des bannières, un autre, voilà, donc on y allait quoi. On y allait comme des grands. C'est une très très belle expérience, je pense la plus enrichissante que j'ai eue de toute ma carrière, je pense. Et après, on se dit que tu dérapes. Pourquoi? Ah non, pardon, j'ai raté une étape. Non, tu retournes chez KPMG. Ah oui, tu nous avais prévenu, mais dérapé, hein. c'est pour après. Tu retournes chez KPMG. Ouais. Et là, stratégie. Ouais, non, c'est pas tellement ça. C'est plutôt que, pour le coup, j'étais... entre mes projets que j'avais fait à la Fédération nationale du crédit agricole, LCL, je suis devenu quand même un des experts. Ouais. Alors, bon, parmi 200 experts, enfin, je veux pas me montrer comme l'expert, mais quand même de la banque digitale. Enfin, du digital tout court et puis appliqué au secteur bancaire et assurance. On en parlait. Exactement. Et en fait, c'est pile au moment où s'est passé un phénomène dans lequel je baigne aujourd'hui tous les jours, mais qui, moi, m'a beaucoup surpris, qui était le monde de l'entrepreneuriat. Enfin, je resitue... moi, j'étais élevé dans un monde où, en fait, l'alpha et l'oméga, c'était le service public et l'administration. Déjà, partir dans le privé, c'était déjà une audace stupéfiante, quoi. Et là, je découvre que dans mon secteur de la banque, en fait, des entrepreneurs créent des entreprises et que ça marche. Et je pense que même 10 ans après, jamais je n'avais imaginé qu'on pouvait entreprendre dans le secteur bancaire, parce que entreprendre dans le secteur bancaire, il fallait 100 millions d'euros de fonds propres. Ouais. Donc, imagine te lancer un business à 100 millions, faut prendre son élan quand même. Et en fait, pour plein de raisons que j'ai pas développées là, ce système s'est développé. J'ai vu ce monde arriver et en fait, ça s'est plus ou moins synchronisé avec des personnes que je connaissais chez KPMG, etc., qui en fait montaient une business unit dédiée à l'accompagnement de ces banques digitales et de ces fintechs. Et donc, je suis venu pour en fait continuer ce que je faisais chez LCL, mais auprès d'acteurs qui me paraissaient le cutting edge du sujet. Et là, c'est vrai qu'en 4 ans, j'ai travaillé avec des gens mais incroyables. J'ai travaillé pour Boursorama, j'ai travaillé pour le compte Nickel. Donc c'est 2 acteurs aujourd'hui, hein, c'est les 2 acteurs qui ouvrent le plus de comptes en banque en France. Hein. Ouais. Les 2, hein, enfin c'est les 2 cumulés, c'est 150 000 comptes de plus additionnels par mois. Hein. Et c'est peut-être 10 millions de Français hein, aujourd'hui qui ont un compte chez ces deux établissements. J'ai travaillé pour des licornes, pour des fintechs à l'étranger, pour des grands groupes aussi, plein d'acteurs qui ont malheureusement fait faillite, d'autres ont réussi. Et là, c'est là où j'ai créé avec un collègue à moi une association, l'Observatoire de la FinTech, qui me permet de décrypter ce mouvement. Donc c'est une très très belle. C'est un think tank, c'est un observatoire. Non, c'est un observatoire. C'est vraiment faire de la veille. En fait, on l'a créé parce que je pense qu'on est venu avec un peu notre œil Big Four, c'est-à-dire les faits, rien que les faits et que les faits. Et en fait, on était agacé de voir qu'il y avait des idées reçues de part et d'autre entre acteurs de grands groupes. Là, on parle de banques d'assurance et start-upers. Et en fait, notre objectif, c'est de rétablir un peu la vérité, mais sur les faits. Et en fait, c'est extrêmement utile parce que les fintechs et le secteur bancaire étant en très forte mutation, hein, c'est une grosse activité économique en France. Et en fait, nous, on vient pour en fait fluidifier, donner de la connaissance et finalement donner du courage à tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui se créent. Donc voilà, donc en fait, on le fait de façon collaborative avec une quarantaine d'entrepreneurs du monde de la tech. On enseigne dans plusieurs universités. Et grandes écoles de commerce, on est beaucoup sollicité par les journalistes pour décrypter et puis on fait beaucoup de conférences. Voilà, donc on le fait souvent le soir et le week-end. Mais bon, je crois que tu connais bien un peu le sujet, mais pour moi c'est pas un travail, c'est de voir ce monde qui est en pleine mutation. Et en plus, moi ce qui me plaît, c'est que ces entrepreneurs aujourd'hui, surtout maintenant, c'était un peu moins le cas au début. C'était très le cas au début, un peu moins au milieu, et très maintenant, ils le font tous avec une vocation à impact sociétal très fort. Ouais. Donc c'est passionnant. C'est le petit kilomètre en plus dont tu parlais. Exactement. Qui fait que tu deviens un expert et que tu le restes. Exactement. Voilà. Avec le voilà, donc et là pour coup, je suis revenu chez KPMG mais à un poste de directeur. Ouais. Et là c'est un autre monde. C'est un monde d'une exigence très forte. T'avais combien de personnes? Jusqu'à 15 personnes. Ouais. Voilà. Puis bon, t'as des directions générales en face de toi, des opérations M&A, voilà. Des gens qui sont brillants aussi. Oui, exactement. Donc, non, mais c'était une très bonne expérience
Et effectivement, c'est après que j'ai dérapé. Voilà, alors vas-y. On est en octobre 2020. Oui, en fait, c'est pas que j'ai dérapé, mais pour le coup, je connais les fintechs, donc pour le coup, je connais assez bien. Il se trouve que je connaissais bien des fintechs qui appartenaient à un même groupe. Moi, qui est un groupe qui est très éloigné de mes bases, qui est le groupe Casino. Et qui en fait était dans des opérations financières importantes, notamment de cession, donc d'un établissement bancaire à très forte connotation digitale qui s'appelle Floa, et qui a une division fintech très forte qui s'appelle FloaPay. D'accord. Et donc je suis venu pour piloter avec d'autres la cession de Floa et de FloaPay Infine qui a été racheté par BNP. Parce qu'on peut se demander qu'est-ce que le groupe Casino fait en fintech. Non, mais en fait le mouvement général de la banque. Ouais. C'est en fait la banque se déporte chez les tiers, et les commerçants en fait ont besoin de banques pour en fait augmenter et enrichir leurs promesses. Tu prends l'exemple de Floa, mais on va pas trop faire de pub parce que bon, mais on va dire pour faire l'exemple du paiement 3 fois, comme ça il y en a pour tout le monde. Et d'ailleurs au Village by CA, moi j'ai une boîte de paiement 3 fois qui est adossée à Crécole PFM, donc CAPFM, donc voilà, donc je fais pub pour tout le monde, qui s'appelle Pledge. Non, c'est hyper important parce qu'avec le paiement 3 fois, donc c'est la capacité à répartir un paiement en 3 fois quand tu vas sur un site marchand en un clic, sans faire aucune démarche. En fait, tu augmentes le panier moyen entre 10 et 15%. D'accord. Donc quand tu es e-commerçant et que ton PNL c'est 0 point quelque chose, enfin moins quelque chose, 0 plus quelque chose, ça se joue à pas grand chose. Le paiement 3 fois, parce qu'en gros à la fin c'est faire quelque chose qui ressemble plus ou moins du crédit. Alors c'est pas du crédit pour plein de raisons, de façon automatisée en un clic. Et donc c'est en gros c'est le chiffre d'affaires en plus. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que l'innovation, tu vois, la plus radicale qui a été inventée, qui est le paiement 3 fois, parce que la plus grosse fintech européenne c'est Klarna. Bon, j'ai quand même la cité, qui est le concurrent suédois. En fait, c'est du paiement 3 fois et c'est inventé par des commerçants. Mais Pas allez forcément. chercher Pledge quand même. Voilà, exactement. Pledge, très très bien. D'ailleurs, vous les trouverez 55 rue de la Boétie, second étage. N'hésitez pas. Au Village by CA. Voilà, exactement. Non, donc et au contraire, ce que j'ai découvert, les commerçants en fait, et c'était un vrai apprentissage, c'est que c'est des gens qui en fait, en chaque semestre, ils jouent leur vie. Ouais. Et d'ailleurs, le groupe Casino a joué sa vie. Donc en fait, t'es obligé de t'arracher tout le temps et de trouver des innovations. Si t'en trouves pas, en fait, t'as un autre qui trouve à ta place, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que tu pousses la porte d'un e-commerçant, d'une grande surface ou de la proximité? C'est parce que t'as une innovation en plus. Donc c'est des gens qui sont foncièrement attachés à l'innovation, y compris dans les services financiers. Donc moi j'ai découvert je pense les innovations tech les plus folles. Enfin, le paiement 3 fois, si je peux faire une petite parenthèse dessus, parce que c'est assez fascinant, ça illustre le changement de paradigme. Alors je sais pas quand sera diffusé le podcast, mais aujourd'hui au moment où on se parle, on est en train de terminer le l'IA Summit. Ouais. En fait, le paiement 3 fois, c'est quoi? C'est des personnes qui ont réinventé un fonctionnement qui a été inventé par les Templiers il y a 5 siècles. Donc c'est quand même pas tous les jours qu'on réinvente un produit de A à Z. Vous savez comment ça se passe un banquier, c'est que vous rentrez, il vous regarde, il authentifie que vous êtes la personne que vous déclarez être, il estime votre surface, votre capacité à rembourser une échéance, il vous dit toi je pense que tu vaux 100 000 euros, et je suis prêt à te créer ad hoc de la monnaie parce que tu vas le rembourser. J'espère que je vois un peu plus quand même. C'est ça, sans doute. Sans doute. Et donc, ce qui fait que le client il rentre, il se présente, et il fait oui ou c'est non. Et quand c'est oui, c'est combien, quoi, tu vois. Et avec le paiement 3 fois, en fait, ils font le truc dans l'autre sens. C'est qu'en fait, tu navigues sur un site web, tu accumules de la data sur ta santé financière, mais pas que, ton comportement, qui tu es. Et Dieu sait que quand tu navigues sur Internet, tu dis qui tu es, t'achètes régulièrement chez des commerçants, qu'est-ce que t'achètes, comment, et à la fin, ces boîtes-là, elles ont plus de 300 informations différentes sur toi. Et grâce au machine learning, grâce aux statistiques, grâce aux mathématiques, on est capable d'estimer si t'es un fraudeur ou pas, et si t'es capable de faire face à des échéances pendant 3 mois. Et on te le fait à l'insu de ton plein gré. Alors, t'as les petites lignes qui vont bien, etc. Donc, mais sans qu'on te demande rien. Et donc, finalement, la magie du paiement 3 fois, c'est qu'en fait, tu n'as même plus à demander un crédit ou une autorisation de payer en 3 fois. C'est qu'on te le propose que quand t'es éligible. Tu vois, donc les paiements 3 fois ne refusent jamais aucun crédit. Parce que ceux qui sont pas éligibles, on leur propose pas. Et ça se fait en un clic, c'est-à-dire que c'est même 0 clic, en fait, c'est comme si tu payes. Donc c'est quand même
Et moi qui avait fait 15 ans de banque, mon cerveau il a explosé. Et surtout j'ai vu une application concrète de ce que j'avais appris en mathématiques 20 ans avant. Et j'ai vu la puissance des maths et des statistiques, tu vois, pour le faire. Et du coup, les chiffres, en quelques opérations menées, bah, t'as toute une bagarre sur les chiffres, etc. Et tous les acteurs que j'ai vus de la place, ils ont bien vu qu'ils étaient époustouflés par la qualité du scoring qu'offre le machine learning. Mais c'est Derrière. incroyable, parce que sur 300 points de collecte, Oui. c'est fou. Et d'ailleurs, bon, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est pas grave, je dis quand même, tu t'interroges un banquier classique. En fait, la capacité à rembourser un crédit, souvent, on pense que c'est lié à la nature du contrat de travail et l'ancienneté dans un emploi, quoi, grosso modo. Et en fait, les mathématiques montrent, quand tu es en posture d'achat sur un site de e-commerce, hein, donc, bon, que c'est ta marque de téléphone le plus explicatif. D'accord. Et d'ailleurs, le fait d'être interdit bancaire n'est pas forcément si explicatif que ça dans ta capacité à rembourser 3 échéances de paiement. Si par contre t'es interdit bancaire et que t'as un téléphone bas de gamme, alors là... Non, mais tu vois, c'est en fait le machine learning, ce qui est puissant, c'est qu'en fait, ça découvre des corrélations que même des ultra experts du domaine n'ont pas vues. Donc ça enrichit l'humain de capacités additionnelles. Et c'est ça qui est puissant dans cette technologie nature artificielle et des statistiques. Autant faut-il savoir lire les chiffres et interpréter les données. Exactement. Et c'est là où... Et derrière, les experts risques que j'ai pu voir dans ces boîtes-là, Floa, Pledge, etc. Et en fait, ils sont costauds parce qu'en fait, ils sont enrichis. Ils sont, comment je pourrais dire, étendus par cette technologie d'IA derrière. Voilà. Incroyable. Et ça, je l'ai vu grâce aux commerçants. Oui, je reviens parce que sur ce que tu dis sur les commerçants où ils ont besoin en permanence d'innover, de rechercher. Là, on parle beaucoup de fintech, mais c'est vrai aussi sur tous les secteurs de start-up. Parce que quand moi j'étais dans l'EdTech, etc., c'était aussi les retailers qui étaient dans mes premiers clients ou les clients qui rechignaient, voulaient absolument tester et itérer, demander aussi le plus de data et de KPIs. Oui. Alors après, bon, les commerçants, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Non. Mais par contre, l'altérité est intéressante parce que moi, tous les jours, il y a des trucs que j'ai appris dans le groupe Casino que je réutilise tous les jours, d'autres choses que j'ai vues que j'utilise pas du tout. Et puis pareil, dans le monde bancaire et dans le monde des fintech, j'ai appris plein de choses et tout ça, j'en fais un melting pot et je prends le meilleur. Voilà, et donc non, c'est une très très bonne expérience. Puis bon, j'étais pas loin d'un capitaine d'industrie, qui est un monde qui a disparu aujourd'hui, quoi. Voilà, bon, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est un sujet un peu sensible, mais c'était 2 années et demie d'expérience. J'ai vécu une série Netflix pendant 2 ans et demi. Bientôt sur Netflix d'ailleurs. Peut-être, hein, il y a pas eu tapis sur Netflix, donc tu vois. Hein. Alors après, tu retournes au Crédit Agricole. Mais tu retournes dans la fabrique qui Exactement. est... Comment on peut le considérer? Alors c'est un corporate startup studio. Ah, le startup studio du Crédit Agricole. Qui appartient au groupe Crédit Agricole. En fait, c'est surtout l'approche startup studio, moi, qui m'a fasciné. Alors le Crédit Agricole, oui, parce que voilà, j'ai expliqué avant l'attachement que j'avais pour ces valeurs mutualistes et son organisation coopérative, mais ce que je trouve fascinant dans les startup studios, si je peux les décrire rapidement, et je pense que ça va intéresser les auditeurs, c'est que on présente les capitaines d'industrie et aussi les patrons de start-up dans une espèce d'image d'Épinal qui est que pour faire grandir une entreprise, il faut un talent incroyable d'un individu qui est capable de posséder au sein d'un même endroit, au sein d'un même être, des capacités de meneur d'homme, une vision business, de la chat pour vendre, d'avoir une vision stratégique, et qu'en gros seul le Superman peut créer des grandes entreprises. Donc on pense aux grands capitaines d'industrie, mais on pense à tous les start-upers qu'on connaît. Voilà, donc c'est vrai, on en connaît plein, etc. Mais d'abord, je suis plus nuancé parce que 90% des startups meurent au bout de 3 ans. Donc tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc le modèle, il est pas forcément idéal, et je vois pas comment un secteur qui va devenir le secteur le plus gros du monde dans 10 ans peut vivre sur ça. Et en fait, les studios, ils viennent en totale orthogonalité avec ça.
D'ailleurs, ça dérange beaucoup les gens de la tech, curieusement, quand j'en parle. En gros, le postulat, c'est de se dire qu'un entrepreneur, la création d'une entreprise, bah, finalement, c'est un processus, comme un autre, qu'on peut industrialiser. Et la plupart des entrepreneurs de la tech, souvent, moi je les vois au village, 9 fois sur 10, ils n'ont jamais créé d'entreprise avant. Et donc forcément, même s'ils sont brillants, ils se bananent sur une dimension. Enfin, tu as dirigé une entreprise, pour diriger une startup, il faut être day one, tu es directeur marketing, directeur commercial, directeur juridique, Financier. directeur RH, directeur financier, directeur du M&A, et personne n'a toutes ces compétences, même à 70 ans, et même quand on était patron du CAC 40, on a toujours des zones de faiblesse. Voilà, donc en fait, le système des studios, c'est que finalement, en industrialisant la création de startups en série, on arrive à créer des processus, des méthodes, des systèmes pour que les erreurs du passé ne se répètent pas. Et finalement, on arrive à créer des startups de façon plus sécurisée avec des gens moins brillants. C'est ça la puissance Ça industrialise. du modèle. Donc à la fabrique, c'est ce que j'ai fait et que la fabrique continue à faire. Mais il y a un très beau studio en France qui s'appelle Exa, qui a quand même créé 2 licornes parmi la petite trentaine de startups françaises, et de très beaux exemples de studios, notamment aux US. Et c'est un modèle qui, je pense, va prendre en épaisseur et se généraliser demain, parce que je pense qu'on a été un peu ébloui par la tech au début, et que le bon sens va arriver, et il n'y a aucune raison qu'en 2025 on fasse les mêmes erreurs qu'en 2012 ou en 2011. Et même moi, je suis un peu opposé au discours ambiant qui est j'ai échoué, c'est cool, j'ai appris et c'est comme ça qu'on fait une startup. Enfin, peut-être mon côté un peu créa-école, je suis un peu basico-basique. Je pense que quand on a fait des erreurs en 2002, on peut se faire une liste sur un petit papier et ne pas la refaire. Voilà. Donc listons les problèmes, trouvons des solutions. Et c'est ce qu'on fait dans les studios. Ça marche bien. Moi, j'ai 2 studios qui sont au village de Paris, qui en plus de la fabrique, qui est également partenaire du village de Paris. Mais c'est aussi ce que je fais moi au village de Paris. En fait, je fais en sorte que les entrepreneurs en 2025, et je sais que j'en ai un paquet, ne retombent pas dans les mêmes panneaux de ceux dans lesquels sont tombés leurs aînés. Et mon métier, finalement, il est assez simple. Moi, mes équipes, c'est pas des gens brillants, capables de créer des startups incroyables. C'est juste des gens qui voient 90 sociétés et qui voient tout de suite où est l'éléphant dans le couloir, et qui mettent la bonne personne en face pour ne pas refaire la même erreur. Et en fait, quand on explique simplement ce qui va se passer, l'entrepreneur, il est brillant, il comprend. Il nous remercie, on lui fait juste gagner X années d'expérience. Je sais pas, au moins 3-4 mois de cash burn. Voilà, c'est ça le truc. Et en fait, à 3-4 fois, ça passe. Tandis que c'est ça de façon très prosaïque. Et donc les studios, c'est ça. Et la fabrique fait exactement ça. Et la fabrique a une seconde dimension qui est assez fascinante. C'est une sorte alors ça fait de rattacher un studio à un corporate. La plupart des studios sont rattachés à des fonds d'investissement. En fait, la fabrique, faut le voir comme une sorte d'assurance anti-Kodak. C'est une sorte d'assurance anti-disrupting du marché. Et en fait, c'est des personnes aussi capables de comprendre où va aller le marché dans 3, 4, 5 ans, mais comme fait un VC. Alors, quelquefois, ils se trompent, etc. Et donc, de faire en sorte qu'on a l'entreprise créée qui est nativement pluggable avec un grand groupe, le Créa-École, mais d'autres grands groupes par ailleurs, et donc qui rend non nécessaire l'achat d'une startup. Qui, entre nous, vu l'écosystème d'aujourd'hui, certains sont pas rachetables. Je ne veux pas sortir de chiffres, mais vous prenez le top 10 des startups françaises, vous prenez leur valo, vous prenez le grand groupe français qui est en face, il n'a pas forcément les moyens de l'acheter. Alors, on parle du top 10 des startups sur 25 000 startups, donc pas de panique, mais quand même, Mais disons... pas de panique, mais quand même, aujourd'hui, si un grand groupe n'est pas capable de créer des activités digitales qui ont une forte connotation entrepreneuriale pour lutter avec la même vélocité qu'une startup, c'est pas facile de survivre facilement. Donc c'est ce que la fabrique permet de faire pour le groupe Créa-École. Mais c'est ce que moi, au village by CA Paris, j'accompagne les startups, mais j'accompagne aussi pas mal de grands groupes. J'ai 40 clients grands groupes, où en fait, avec une activité de consulting en innovation et en stratégie, on les aide à créer des studios tels que je l'ai connu à la fabrique, mais adaptés à leur marché pour que les techniques d'entrepreneurs puissent s'intégrer
dans leur propre processus innovation, dispositif. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'économie, en face de nous, les concurrents, une fois sur deux, ça va être une start-up. Et alors, 2 questions. Est-ce que ça arrive que certains des corpos rachètent des startups du village? Et deuxième question, Beaucoup, ouais. c'est la fabrique se trouve en face, géographiquement. Mmh. Il y a des synergies qui se font entre les deux? Ouais. Alors quelques chiffres, des startups en général, grosso modo, donc là on parle du M&A, c'est le rachat. Première donnée qui est intéressante, c'est que la plupart des acquéreurs de startups ne sont pas des grands groupes. D'accord. C'est pas ça la stat, je crois que c'est 45% un groupe. Quoi, c'est des ETI? La plupart du temps, c'est d'autres startups. Ah, ils fusionnent entre eux? On est plutôt dans un mode de build-up, comme on dit dans le petit jargon, de consolidation, que de rachat. Premier point, donc mes startups au village de Paris, mais les autres ont leur quota de rachat. Donc en général, elles sont rachetées au bout de 7 ans, 7 à 8 ans, hein, c'est les stats. Donc voilà, j'ai des acquéreurs dans plein de domaines là, qui sont en cours, je peux pas les citer parce que c'est en cours. Premier point. La coopération entre la fabrique et le village, elle est à la fois forte et faible aussi. Le village, c'est 1300 startups accélérées. OK. La fabrique, je pense que c'est le plus gros corporate startup studio de France. Il y a 12 startups créées. Donc toi, 1312, et le village, c'est le plus grand secteur d'ordre, donc c'est tout secteur. Moi, j'ai des startups du secteur de la santé, du secteur de l'aéronautique, de l'automobile, de la fintech, de l'IA. C'est pas que finance, en fait. Pas du tout. Non, non. C'est vraiment Alors moi, à transverse. Paris étant une grande place financière, Ouais. j'ai 25% des startups qui sont fintech. Parce que c'est lié à la place. L'écosystème. D'ailleurs, j'ai un partenariat avec Finance Innovation, qui est le pôle de compétitivité dédié. Donc on est très proche d'eux. Ça, c'est la magie village. On est très proche d'institutionnels voilà, qu'on a annoncé. Donc quelqu'un qui est labellisé par le pôle de compétitivité, il rentre chez moi automatiquement. Donc on est fort en fintech, mais pas que. Moi, la plupart, enfin la startup que j'ai ici, si je veux faire une cas d'identité, c'est 50% IA et data. Parce que Paris est devenu l'alpha et l'oméga de l'IA et de la data. Voilà, les grandes facs sont à Paris, les cerveaux les plus intelligents sont ici. D'ailleurs, j'ai OpenAI à 300 mètres juste à côté. La France, on a la chance d'avoir je pense les seuls ingénieurs capables de coder en Python pour de vrai, de façon intelligente et à concevoir du business qui va avec. Et l'autre moitié des startups, même si les deux se recourent, c'est des startups à impact, notamment à Paris. Parce que moi j'ai une théorie sur le sujet que j'ai pas pu démontrer scientifiquement mais auquel je crois assez fort, c'est que on est parisiens tous les deux, tu vois, donc on peut le dire, on est des bobos quoi, même si c'est un peu connoté, tu vois, mais qu'on le veuille ou non, on brunch. Quand on brunch et puis quand on voit un paquet de quinoa, on aime bien quoi, c'est et en fait les gens qui sont en start-up nous ressemblent, qu'on le veuille ou non, et en fait un start-upper à Paris, vu la tension du marché de l'emploi, si l'entreprise n'a pas un fort projet sociétal ou impact, tu recrutes pas. Il attire pas. Donc en fait, une start-up qui est quand même entre nous, alors c'est cool, etc., mais la boîte elle peut mourir, etc., donc faut se battre un peu sur la dimension marque employeur. S'il n'y a pas de dimension impact, il n'y a pas de codeur. Et d'ailleurs, moi j'assiste même à un mouvement qui est assez fun, où l'entrepreneur lambda au village, c'est 36-37 ans, quoi. Et l'entrepreneur, c'est plus des jeunes qui sortent d'école maintenant. 36-37 ans, souvent c'est 7-8 ans de BCG Gamma, enfin c'est que des mecs brillants. Tu me espoir là, tu sais. Voilà, non, mais des gens brillants, etc. Très peu de femmes, pas assez de femmes, c'est terrible. Okay. Voilà, je pense qu'on a un truc à hacker et j'ai pas trouvé la martingale, mais un sujet très important sociétalement à hacker. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, ils ont 10 ans de plus et ils sont un peu largués avec leurs codeurs, parce qu'une startup, c'est quand même 55% de codeurs, 25, 26, 27 ans. Et le codeur, lui, il veut une démarche à impact. Et j'ai vu plein de startups du village se dire, ah non, mais en fait, moi, j'ai une dimension à impact, leur ajouter après, parce qu'en fait, nous, on recrute personne. Voilà. Donc, et ce qui est fort, ce qui a un effet papillon, c'est que un jeune codeur de 27 ans oblige le CEO d'une startup à avoir une dimension impact, qui met une pression d'enfer au grand corporate qui est en face pour qu'il devienne à impact. Ouais. Tu vois ? Et tout ça s'enchaîne de façon incroyable et finalement pousse une génération entière autour où innovation et impact marchent bien. Là, je reviens juste avant
J'étais au Handilab, donc qui est un lieu qui a été créé par Fiminco, qui est une foncière d'Île-de-France, qui a créé un lieu dédié au handicap et que le village, nous, on aide à opérer sur l'aspect accélérateur. Donc moi, je suis leur opérateur de l'accélérateur et on fait ce projet avec eux, qui a un enthousiasme fort. Donc en fait, on a que des startups dédiées au handicap à Handilab. Donc on en a là une vingtaine, une quarantaine qui va arriver assez rapidement, puis on va se monter à 80 en fin d'année. Il faut voir mais l'espèce d'énergie incroyable qu'il y avait aujourd'hui, parce qu'il y avait un événement assez fort là avec les pouvoirs publics qui étaient là, etc. Il y a une puissance que tout entrepreneur a besoin pour lancer une entreprise, qui fait que l'impact et l'innovation sont très liés entre eux et donne le surplus d'efforts qui met en fait qui met une pression, qui a une efficience économique en fait derrière. Une pression saine. Saine, oui, alors, en tout cas une pression qui fait que ça marche. Donc je crois très fort à ces sujets de innovation impact, non pas par humanisme, même si tu as compris que c'était un sujet qui est important pour moi, mais de façon très pragmatique. Ça marche. Alors, on va faire la minute pub pour les startups, les entrepreneurs qui veulent candidater au village. Ça se passe comment ? Alors, c'est extrêmement simple. Il y a un comité de sélection tous les mois. Et en fait, vous venez pitcher devant d'autres entrepreneurs du village et des représentants, je dirais, de grands acteurs du changement dans les grands groupes et dans la finance. Peu importe le niveau de maturité ? Peu importe le niveau de maturité, nous, on est agnostique. Ce qu'on veut, c'est aider l'écosystème tech parisien à se développer. Alors, quand je dis nous, c'est le village de Paris. Oui. Les autres lieux ont un peu des techniques différentes, mais c'est grosso modo la même chose. Honnêtement, on pourrait nous enlever ce comité de sélection, mais on veut le garder parce qu'on veut un côté rituelique. Et en fait, on veut absolument que l'entrepreneur il se sente responsable parce qu'en fait, nous, on dégage des moyens extrêmement importants pour l'aider à se développer. Enfin, au village de Paris, on a accès à 650 business angels. Donc 50 ex-entrepreneurs du village qui ont très bien réussi. On a des très belles success stories à Paris. Le patron de Léocard qui a levé 100 millions d'euros, Fintecture, Mooncard, enfin des gens qui aujourd'hui c'est des boîtes de plusieurs centaines de personnes, etc. qui maintenant sont investis dans ces startups. Et par ailleurs, j'ai un partenariat extrêmement proche de Indosuez, qui est la banque gestion de fortune du groupe Crédit Agricole. En fait, on a 600 clients fortunés qui sont souvent des anciens, qui sont souvent des chefs d'entreprise qui veulent investir dans les startups. Et donc, on a aujourd'hui un réseau de BA le plus puissant de France, qui fait que si votre dossier il est bon, statistiquement, vous êtes sûr d'avoir un financement, parce qu'un BA, il prend un dossier une fois sur 100. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que son dossier soit bon en étant à côté. Donc, c'est des moyens énormes. Donc, pour nous, on veut que l'entrepreneur, qu'il vienne pas en dilettante, parce qu'on met des moyens énormes. Moi, j'ai un banquier M&A tech à temps plein, qui m'est dédié, qui fait que de la tech, qui est la banque de Groupe Petercam, qui est rattachée à Indosuez. Et Dieu sait que faire des M&A tech, c'est un métier encore spécialisé. On a notre activité consulting en corporate. Donc nous, on met en relation et on travaille très fort pour que nos startups puissent travailler avec discernement avec nos 40 clients grands groupes de tout secteur. Voilà, donc on a des moyens astronomiques. Puis on a un lieu emblématique, rue de la Boétie, qui est assez stupéfiant. Voilà, donc on veut que l'entrepreneur il soit engagé derrière. On a un programme de masterclass alors je peux pas trop le révéler, mais on est en train de finaliser l'accord, mais en fait on l'a co-construit avec un fonds d'investissement qui appartient au groupe Crédit Agricole. Et en fait on a pris le top 15 des erreurs des startups. T'as compris que c'était un sujet important pour moi, le top 15 des erreurs, et on a fait en sorte d'avoir en face de chacune des erreurs type des startups depuis 15 ans la personne qui saura gérer l'ultra expert. Donc au moment où je te parle, on est un peu dérangé parce que les gens ils commencent à rentrer, mais par exemple j'ai un avocat M&A de Morgan Lewis, donc un des plus grands cabinets d'avocats américains, qui vient expliquer comment réussir une levée de fonds et négocier avec des fonds d'investissement, avec des corporates auprès de mes entrepreneurs. Voilà, donc tous ces moyens ils sont mis à disposition de cet écosystème. Et en fait, ce qu'on demande en miroir, c'est un engagement d'entrepreneur très fort. Et honnêtement, il le voit très vite, l'effort qu'on fait. Et il y a un effet miroir. On revient au tout début de notre discussion. En fait, quand tu montres que tu es engagé pour l'autre, il te renvoie la même chose. Et d'ailleurs, j'ai des scale-up ici que je conserve parce qu'en fait, une des principales causes d'erreur, c'est de mal anticiper le scaling. Le drame de la série B, alors je veux pas trop jargonner parce que là on fait très tech, je sais que les auditeurs sont pas tous dans la tech, mais grosso modo série B, t'as l'entrepreneur, t'as 40 ans, d'un coup t'as 15 millions d'euros qui tombent.
Et là, patatras. Tu passes d'une équipe de 15 à 50 personnes, tous tes repères tombent. En plus, tu penses que t'es fort parce que t'as réussi à faire une série B, sauf qu'il faut tout réinventer. Ouais. Et en fait, les scale-up qui sont au Village by CA Paris, eux, ils sont ici, mais que s'ils acceptent de coacher les nations d'après sur préparer le scaling très tôt. Voilà, c'est un peu ça le deal. Donc on forme une communauté très soudée et très puissante, ce qui normalement garantit, si tu suis les masterclass, etc., garantit que tu vas pas échouer. Et d'ailleurs, on a même ajouté un truc qu'on a lancé cette semaine, c'est que ces masterclass sont ouverts à tous les collaborateurs de toutes les startups, que tu sois codeur Python, que tu sois en gros hacking, que tu sois le CEO. Et on le labellise, on peut le mettre sur son CV. Si tu suis au moins la moitié des masterclass qu'on délivre, parce que pour nous, c'est important que le codeur Python comprenne les problèmes du gros hacker, comprenne les problèmes du CFO, comprenne les problèmes du CEO. Parce qu'une startup, c'est un endroit où les gens veulent comprendre tout l'écosystème de son entreprise. Et d'ailleurs, si on le fait pas, c'est la catastrophe. Ouais. Voilà, donc ça, je trouve que c'est une valeur qui est énorme. On veut que les gens puissent s'en prévaloir et le mettre sur leur CV pour les aider dans le projet d'après, quoi. Voilà. En tout cas, génial. Moment pub, tu vois. Ouais, non, là, c'est génial parce qu'en plus, tu le dis avec énormément de passion. Donc on met beaucoup d'énergie dedans. Ouais, tout à fait. Et c'est communicatif. L'intelligence collective mise au service de la réussite. Ouais. Voilà, aller au village. Exactement. On va rentrer dans la troisième partie, c'est le speed questionnaire. Donc je te fais 3-4 propositions, tu me dis celle qui te parle le plus et après si tu veux enchérir dessus, n'hésite pas. Matin, midi, soir? Alors moi je suis plutôt le matin. 6h30. Sur le pied. Oui, parce que la vie est belle, faut en profiter très vite. Après ça dépend, tu te couches à quelle heure? Comme toi, pas très tôt. Si je suis originaire de Corse du Sud, donc comme Napoléon Bonaparte, j'arrive à ne dormir que 4 heures par nuit. J'essaye, mais j'arrive pas à faire plus. Bureau, télétravail, coworking? Alors moi, je déteste le télétravail. Mais vraiment, moi, je suis un monstre social, quoi. Il faut que j'interagisse avec les gens, etc. La période Covid, c'était super dur à vivre. Très vite, j'ai réussi. Alors, comme je faisais du M&A, j'arrivais à avoir des dotations de mon employeur, etc. Non, moi, c'est en physique le plus possible. Par contre, je suis pour que chacun s'adapte. Et j'ai confiance dans l'humanité. Donc, si des collaborateurs ont besoin de le faire à distance, très bien. Enfin, moi, l'important, c'est la capacité à faire le boulot et à tisser des liens avec les autres, à chacun sa modalité. Bitcoin, Ethereum, Solana, autre? C'est celui que je connais bien. Parce que on l'a pas cité, mais avec le groupe Casino, on avait créé le premier stablecoin. D'accord. De France, le premier stablecoin euro. J'ai reçu toute la DeFi de France et de Navarre. Malgré mon doctorat en maths, j'ai pas tout compris de ce qu'ils faisaient toujours quelquefois. En fait, aucun des trois. En fait, moi, j'ai vécu la fintech romantique des années 2010, des monnaies complémentaires, où en fait, on voulait réinventer un système économique où qui avait pour vocation d'aider le développement économique de tous, tu vois. Oui. Et en fait, le Bitcoin, le Bitcoin venait de cette génération et l'idée, c'est de faire en sorte que la monnaie ne soit pas rare. Alors même si dans l'algorithme Coin, par structure, il est rare. Et décorrélé, d'un système centralisé, etc. J'étais un peu navré de voir que le Bitcoin est devenu l'alpha et l'oméga des traders. C'est comme ça, mais non, moi je suis plutôt finance durable. Je suis très branché, tu vois, Grameen Bank, etc. Ouais, plutôt ça. Ok. Réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, autres. Alors, Blue Sky. TikTok. LinkedIn, c'est devenu l'alpha et l'oméga pour notre boulot. C'est le principal relais de communication, donc LinkedIn forcément. Twitter, je vais te dire, j'y vais plus et je n'ai plus de compte Twitter. Donc c'est pas la peine de me chercher sur Twitter. Vous trouverez ni vous me trouverez ni au village, ni à titre personnel. Et TikTok, c'est fascinant, quoi. Et la magie du machine learning, et j'ai pas d'avis éthique dessus, mais c'est juste un truc. Dans une des boîtes que j'ai dirigées quand j'étais, au groupe Casino, était très très branché acquisition par TikTok. Donc c'est banking
petit moment de pub à mes ex-collègues de banking, ça leur fera plaisir. Une grosse partie de l'acquisition est faite par TikTok avec des nano-influenceurs, etc. Donc moi j'ai créé des comptes fake pour tester, etc. Et par exemple j'ai un compte complètement fake, le cherchez pas, vous le trouverez pas, que je note pour faire plein de tests où j'ai 5000 followers, donc c'est pas dégueu quand même, pas dégueu, et j'ai fait 1 million de vues, un ME vues quoi, de vues en publiant une photo d'un gars des années 80 avec une moustache et un Walkman. Donc je sais pas, donc j'ai vanté la magie du machine learning et des stats pour en fait l'économie, et là je le vois, ça pousse des trucs complètement débiles, ça marche, donc je sais pas, mais je trouve ça fascinant. Ah, tu vois, je suis pas un early adopter de TikTok, mais là, au bout de 5 épisodes, on avait fait plus de 2 millions de vues sur le podcast. Ouais. 5 épisodes. D'accord, ok. Juste en réel. Mais c'est sur TikTok? Sur TikTok. 2 millions. Mais tu sais, les TikTokers les plus puissants, ils publient 20 TikTok par jour. C'est incroyable. Et TikTok, faut pas chercher à être intelligent, faut faire du volume. Du volume, Ouais. exactement. Ville, campagne, montagne? Ville. Ouais, complètement. Moi, je suis complètement parisien, alors je suis hyper attaché à ma terre natale, etc. Mais je pense que tu me mets en dehors de Paris intramuros, moi je suis vraiment le bobo. Hein. Tu vois, et même, je vais te dire, tout écart au-delà du 20e arrondissement, que c'est dur, quoi. Tu vois, Alors attends, je sors un petit peu du lot, mais tu vas toujours manger le poulet le dimanche? Je suis un bobo. Il y a des sujets qu'il faut pas aborder à table, c'est tout, mais ok. Innovation, tradition, disruption. Je suis plutôt disruption. Mais je pense que c'est lié à mes origines corse, qui a une espèce de concentré de passion. En fait, tu ne vis pas socialement en Corse si tu n'es pas original, si tu n'es pas passionné. En fait, tu ne peux pas, t'es déconnecté des autres, tu vois. Et la disruption, c'est quand même, enfin, n'importe quelle personne qui a été élevée en Corse, il te fera toujours 2 pas de côté, et on sait jamais faire à moitié. Sinon, t'as pas de copains. Et t'as pas d'amis, enfin, c'est simple que ça, hein, tu vois, t'as pas d'amis, voilà, donc non, disruption, bien sûr. Fromage de vache, fromage de brebis. Ah, là, t'es sur un truc. Le fromage, c'est plus qu'une passion, c'est une âme. Okay. Tu vois, vraiment, c'est un rattachement à la terre, c'est une tradition, c'est l'autosuffisance, et, tu vois, enfin, aujourd'hui, cette gastronomie française, tu vois, on le met sous un angle traditionnel, etc. Mais c'était ce qui faisait survivre les Français, toutes ces régions agro-pastorales comme celle de mes ancêtres. Sans cette gastronomie, les gens mourraient de faim. Bien sûr. En fait, dans une extrême pauvreté, je trouve que c'est très bon. Moi, c'est très bien, tu vois. C'est très riche, hein, mais c'est ça avant tout, quoi. Lecture, cinéma, musique? Cinéma. Okay. Moi, j'adore le cinéma. Quel style? Fascinant. Tous, enfin, je trouve que le cinéma, t'as une capacité à entrer dans un monde. Je trouve que c'est l'art le plus complet des arts mineurs, entre guillemets. Le plus complet, c'est à la fois le son, l'image, l'ambiance. La plupart des réalisateurs, tu vois, pendant des années, ils réfléchissent à leur truc. Ça se construit au fil du temps. Voilà, et puis c'est des projets entrepreneuriaux aussi. Ouais, totalement. Des vrais projets entrepreneuriaux. Faut lever des fonds. Tout le monde s'est moqué de moi parce que je suis allé voir 3 fois Babylone, donc j'ai passé 9 heures de ma vie à regarder Babylone, et je trouve que c'est un film assez incroyable qui parle du cinéma et de tous les cinémas. Voilà, donc je recommande Babylone. Il va falloir qu'on s'en reparle parce que moi j'ai pas compris ce film. On va s'en parler voilà, après. si tu veux. Comme j'ai vu 3 fois, je peux te... Et alors, le dernier, café, thé, chocolat chaud? Non, café. Bah, faut tenir, hein. À 3 par jour? Ouais, un peu plus même, je pense. Hein. Le café est en illimité au village? Le café est en illimité au village. Ouais. On passe à la dernière partie, alors. Est-ce que tu as une recommandation de lecture, de podcast ou une newsletter que tu aimes bien? Alors, je vais être... je pense que tes podcasts sont très bien, donc je conseille les tiens. Non, mais alors, les podcasts, c'est vraiment très bien. Je trouve que d'abord, on reparlait je parle à des Parisiens, désolé, quand on est en dehors de Paris, c'est un peu différent, mais nous on fait beaucoup de trajets, qu'on veuille ou non, dans le métro, etc. Et dans un monde où tout va très vite, où tout se résume en 10 secondes TikTok ou en quelques mots dans un réseau social qui a qu'une seule lettre, le podcast, c'est cet endroit où on peut développer une pensée
Et je trouve que ça manque énormément dans notre monde d'aujourd'hui. Et ça me fait un peu peur, d'ailleurs, que cet espace n'existe plus. Parce que quand en fait on peut plus développer une pensée, c'est toute une pensée complexe et l'altérité à l'autre qu'on perd. Et je pense que derrière le podcast, il y a une dimension sociétale très forte. Je pense qu'en écoutant ton podcast, on comprend le chef d'entreprise. Donc on n'a pas compris toute la France, mais on a compris un bout. Bien sûr. Tu sais que l'entreprise est mal compris de plein de monde, etc. Donc voilà, tous ces formats longs, on attend de se poser, c'est extrêmement précieux. Et le format de podcast, c'est un format qui, à la fois, on a cette capacité de développer sa pensée, et ça marche, ça plaît. Voilà. Moi, j'adore Arte, mais visiblement, ça n'a pas le même succès que TPMP, quoi. Bon, c'est les chiffres qui montrent ça. Donc, podcast à fond. Ça permet de faire du divertissement tout en ayant cet échange. Même si c'est très loin à monter, les podcasts, faut rester. Voilà, moi, tu connais mieux que moi, mais faut pas lâcher. Est-ce que tu as un ami ou une connaissance que tu me recommanderais d'inviter? Ouais, alors je vais recommander un concurrent un peu du groupe Créole, mais c'est quelqu'un que je trouve assez incroyable. Moi, j'ai travaillé pour lui, c'est Thomas Courtois, le patron de Nickel, donc le compte Nickel. Voilà, et aujourd'hui, c'est 4 millions de Français qui sont clients de Nickel. Ça adresse une clientèle qui avait une relation complexe avec leur banque. Alors, c'était le terme officiel de Nickel à 3 ans, il faut que je me réajuste régulièrement pour être sûr qu'il... Comme ça, on donne ensemble des cours au master XHS Entreprendre avec Thomas. Et je trouve c'est un sacré entrepreneur qui est en plus hyper humble, qui est en plus à la lisière du grand groupe BNP et une startup qui est aujourd'hui 800 personnes. Hein. Ouais. C'est une des plus grandes startups françaises, hyper successful. Voilà, donc je me permets de faire sa pub personnelle. Bah, Thomas, avec grand plaisir. Voilà, Thomas, et voilà, et si tu peux la voir, c'est quelqu'un d'assez génial, en plus qui a des valeurs personnelles que je trouve assez remarquables. Alors, dernière question, si on souhaite te contacter, c'est quoi la meilleure manière de... LinkedIn, l'alpha l'oméga, c'est le... LinkedIn, non, le village, en fait, notamment le village de Paris, j'attire énormément de sollicitations. Ouais. Donc, il faut que j'apprenne à trier, etc. Donc, quelquefois, vous n'aurez pas moi, vous aurez quelqu'un de mon équipe. Mais j'aimerais pouvoir me dupliquer X fois, mais en fait, ça marche pas comme ça. Ouais. Et c'est vrai que je me focalise surtout, avant tout, pour les entrepreneurs et pour mes clients directeurs innovation qui ont besoin en fait de cette fibre entrepreneuriale pour réinventer un nouveau modèle, etc. Mais LinkedIn, ça marche bien, je réponds très vite. Donc si je peux, je réponds tout de suite. Le village est ouvert, hein, donc n'hésitez pas à venir 55 rue de la Boétie, venir voir. Le rez-de-chaussée est ouvert à tout le monde. Là, on a pas mal de conférences qui sont ouvertes aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à pousser la porte. Et moi, je suis souvent au milieu de la place, en plein milieu. Donc le meilleur moyen, j'ai dit LinkedIn, le meilleur moyen, c'est de venir avec vos pieds musclés et de venir me voir directement, quoi. Je viens voir Emmanuel. Ouais, exactement. Emmanuel, 1000 merci. C'était vraiment très enrichissant, très inspirant. T'es aussi une source de motivation pour toutes les personnes qui peuvent se dire, bah tiens, je viens de Corse du Sud, mais je viens de partout en France. J'aime les maths, j'aime entreprendre, je sais pas où aller. Voilà. Faut venir au village. Exactement. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.